Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais, avec cette petite vidéo, réagir à un mail qui m'a été envoyé hier soir par un candidat malheureux au DALF C1. Il s'est présenté en Espagne. Mais peu importe où vous vous trouvez, les informations que je vais vous fournir aujourd'hui sont valables, quel que soit le pays dans lequel vous vous présentez. Il y a de nombreuses erreurs ou fausses idées qui circulent sur cette épreuve du DALF C1 ou du DALF C2. Je vais donner beaucoup d'informations sur le C1, mais elles sont également valables pour le C2. Alors, je vais vous citer 11 erreurs ou fausses idées qui circulent régulièrement sur les réseaux sociaux. Première erreur, il suffit de lire quelques manuels, de regarder quelques synthèses, quelques essais argumentés, de les lire, de les comprendre, de voir comment elles sont construites pour être capable de le faire soi-même derrière. C'est totalement faux. Vous ne pouvez pas apprendre quelque chose, quoi que ce soit, si vous ne le mettez pas en pratique vous-même, si vous ne prenez pas le temps de vous mettre devant une feuille avec un stylo et de réaliser cette activité, vous ne saurez pas si vous êtes capable de la faire et si vous avez compris la technique et la méthodologie. Donc ça ne sert à rien de lire des dizaines de manuels si vous n'essayez pas derrière de le faire. Je vous donne un exemple totalement différent. Est-ce que vous pensez que en regardant un joueur de foot ou un joueur de tennis ou un pianiste à la télévision pendant des heures, vous allez savoir jouer du piano? Non, évidemment. C'est exactement la même chose avec le DELF et le DALF. Deuxième erreur, elle est directement liée à la première. C'est bien de mettre en pratique, c'est bien d'écrire, de parler, etc., etc., mais il faut que vous ayez quelqu'un, un spécialiste, qui puisse à un moment donné vous écouter ou lire ce que vous avez écrit pour vous corriger et vous dire si ce que vous faites, eh bien, vous pouvez penser avoir compris et finalement, ce que vous écrivez ne correspond pas du tout à ce qui est demandé. Donc, ayez toujours à votre disposition quelqu'un, un prof, un spécialiste, qui puisse vous évaluer et vous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Troisième erreur, et je vais en regrouper quelques-unes ensemble, c'est ne pas respecter la méthodologie. Il est essentiel de respecter cette sacrée méthodologie. Alors on peut regretter le choix de l'Alliance française d'accorder autant de points à la méthodologie. Mais ce sont les règles, il faut s'y adapter et la méthodologie, c'est 50% des points. Donc si vous ne respectez pas la méthodologie, si vous ne respectez pas l'énoncé du sujet qui vous a été proposé, vous ne pouvez pas avoir la moyenne puisque vous perdez la moitié des points. Donc j'en reviens à un autre point dont je voulais vous parler, c'est, je vois souvent sur les réseaux sociaux ou sur ma page Facebook, des personnes qui disent « Ah bah oui, mais cette personne, elle est bilingue. Elle est marocaine, elle est algérienne, elle a appris le français depuis son enfance, ou elle a vécu en France pendant des années. » Et alors? Ça n'a absolument rien à voir. Je connais un grand nombre de Français qui seraient incapables d'avoir le DALF C1 ou le DALF C2. Il ne suffit pas de parler parfaitement le français pour avoir ce C1 ou ce C2. Si vous ne respectez pas les règles, vous ne l'aurez pas, ce C1 ou ce C2. Donc, j'insiste, la méthodologie, c'est essentiel. Et j'en arrive au point numéro 4, et c'est là que je réagis un petit peu au mail qui m'a été envoyé hier. L'examen du DALF n'a absolument rien à voir avec un examen universitaire.
Ce n'est pas un examen pour un master de langue. Ce n'est pas un examen pour un master de français. Ça n'a strictement rien à voir. Les exigences, les compétences qui vous sont demandées n'ont absolument aucune relation les unes avec les autres. Vous ne devez pas développer un sujet comme vous le feriez à l'université. Tous les sujets du DALF sont des sujets de type journalistique, alors que les sujets à l'université seront des sujets qui seront plus basés sur la littérature ou sur la philosophie. Ça n'a donc absolument rien à voir. Donc, ne mettez pas en place une méthodologie que vous avez acquise à l'université, elle ne marchera pas au DALF. Et mon point numéro 5 est justement sur cette différence entre l'université et le DALF. À l'université, plus vous faites compliqué, mieux c'est. Plus une phrase est longue, plus elle contient de subordonnées, plus elle est difficile à lire, mieux c'est. Ça montre une maîtrise parfaite de la langue. Mais ce n'est absolument pas ce qui vous est demandé au DALF. Tous les écrits que l'on va vous demander de réaliser sont des écrits de type journalistique. Vous devez donc adapter vos écrits au lecteur. Imaginez que cet écrit que vous allez réaliser sera ensuite lu par des lecteurs qui vont acheter le journal. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué, il faut qu'ils comprennent dès la première lecture. C'est ce que l'on appelle la vulgarisation, c'est-à-dire adapter son langage au lecteur potentiel de votre document. Donc, ne cherchez pas à faire des phrases les plus longues possibles, les plus compliquées possibles. Et ça, c'est une erreur classique chez les élèves qui se disent « je vais rajouter des subordonnés, des subordonnés, des subordonnés à ma phrase et ça va me rapporter des points ». Eh bien non, c'est totalement le contraire. Plus vous ferez des phrases longues, plus vous allez être compliqué, plus vous allez être difficile à lire, plus vous allez faire d'erreurs et plus vous allez perdre de points. Donc, faites simple. Point numéro 6, les nouvelles technologies et notamment ChatGPT. Vous êtes nombreux à l'utiliser. Il m'arrive moi aussi de l'utiliser, mais pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas l'utiliser. ChatGPT, c'est une machine. C'est un robot. Il fait ce qu'on lui demande. Mais si on ne lui demande rien, ou si on n'est pas assez précis, il va faire n'importe quoi. Si je ne lui dis pas exactement ce que je veux, les différentes étapes de mon travail, la problématique, le plan que je veux qu'il mette en place, il ne le fera pas. Si vous lui demandez, vous lui donnez 2 textes et vous lui dites « faites-moi une synthèse de ces 2 textes », il va vous faire une synthèse sans mélanger les informations, en faisant un résumé du texte 1, puis un résumé du texte 2. Il faut que vous lui indiquiez le plan que vous voulez qu'il suive. Il faut lui indiquer que vous voulez un titre, que vous voulez qu'il soit nominalisé, que vous souhaitez telle partie, 3 paragraphes, problème, conséquence, solution, etc., etc. C'est à vous de lui indiquer ce que vous souhaitez. C'est à vous de lui indiquer quel type de langage vous voulez qu'il mette en place, que ce soit un langage familier, standard ou soutenu. C'est à vous de lui indiquer toutes les informations et toutes les étapes de son travail. Dans le cas contraire, il ne saura pas le faire. J'ajouterai une petite chose par rapport à ChatGPT. Évidemment, si vous vous contentez de demander à ChatGPT de vous le faire, là encore, comme pour le premier point, vous n'apprendrez pas à le faire par vous-même. Donc ChatGPT peut vous donner des informations, mais c'est à vous ensuite de reprendre ces informations et de les reformuler avec votre propre vocabulaire, avec vos propres mots pour apprendre à réaliser des productions écrites. J'en reviens maintenant au point suivant, c'est s'entraîner dans les conditions de l'examen. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut s'entraîner, il faut pratiquer, mais il faut également, peut-être pas dès le début, mais au fur et à mesure des semaines ou des mois, il faut que vous vous entraîniez à pratiquer dans les conditions de l'examen.
Ça veut dire vous fixez un temps limite. Vous dire, je prends une feuille, je prends un stylo, je prends ma montre, je démarre le chrono et au bout de tel temps, que ce soit pour le C1, ça sera 2h30 ou le C2, ce sera 3h30, j'arrête tout et je dois avoir terminé. Je dois avoir eu le temps de relire ma copie pour corriger les fautes, les erreurs classiques que l'on fait toutes et tous. Donc, entraînez-vous dans les conditions de l'examen. À un moment donné, vous devez passer par cette étape. Le point suivant est plus spécifique peut-être au C1, puisque au C2, il n'y a pas d'épreuve spécifique de compréhension. Même si la compréhension est indispensable pour pouvoir faire la production, il n'y a pas d'épreuve évaluée directement sur la compréhension. Pour le C1, vous avez compréhension écrite et compréhension orale. Et souvent, cette partie du travail, elle est mise de côté parce que ça vous semble beaucoup plus simple. Et on se rend compte que les notes, parfois, sont très mauvaises, notamment sur la compréhension orale, parce que vous n'apprenez pas à écouter, vous n'apprenez pas à prendre des notes, à repérer une information, à hiérarchiser les informations que vous écoutez. Quelles sont les informations essentielles? Quelles sont les informations secondaires? Quels sont les exemples qui ne sont pas forcément utiles? Vous devez être capable d'apprendre à hiérarchiser, à prendre des notes, que ce soit pour la production écrite, la compréhension écrite ou pour la compréhension orale. Là encore, ne laissez pas cette partie du travail de côté, elle est essentielle. Je finirai par deux petites remarques beaucoup plus pragmatiques. Tout d'abord, si vous êtes enseignant, si vous êtes déjà professeur de français et que vous voulez passer le C1 ou le C2 pour vous présenter au concours dans de meilleures conditions et gagner des points, c'est le cas par exemple en Espagne où vous pouvez être professeur remplaçant depuis plusieurs années mais ne pas avoir obtenu le concours et vouloir passer le C2 pour avoir des points d'avance pour le concours. Évitez de faire étalage, de montrer que vous êtes déjà professeur depuis 10 ans. Pourquoi? Parce que on va se dire, cette personne est professeure, elle doit donc avoir un niveau irréprochable. Et les exigences que l'on va attendre de vous, les compétences que l'on va attendre de vous seront évidemment supérieures. On va dire, il n'est pas normal qu'un professeur de français fasse telle ou telle erreur, puisqu'il va reproduire ces erreurs avec ses propres élèves. Donc, évitez de vous présenter comme un professeur de français, ça peut être à double tranchant et vous coûter très cher. Deuxième remarque pragmatique. Je sais que l'examen du DALF, que ce soit pour le C1 ou le C2, est souvent très cher. Vous devez vous inscrire, parfois ça coûte 150, 200, 250, 300 euros selon les pays. Les tarifs sont différents d'un pays à l'autre, mais c'est quand même une somme d'argent importante. Et beaucoup d'entre vous avez commencé leur formation, ou vous avez commencé vos formations en passant par les alliances françaises, en vous inscrivant aux alliances françaises pour suivre des cours. Et vous vous êtes rendu compte au bout de quelques mois que c'était beaucoup trop cher pour vous et vous avez stoppé votre formation pour ensuite redémarrer sur une formation en autonomie complète. Et puis quelques mois plus tard, vous décidez de vous présenter et vous ratez votre examen. Ça arrive malheureusement très souvent. Pourquoi? Parce que vous vous présentez dans un endroit où vous avez commencé une formation mais où vous avez stoppé. Ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas apprécié. Et souvent, ils vont vous le faire payer, on va dire. Ils vont volontairement vous empêcher d'avoir cet examen. Donc, évitez de vous présenter dans une ville où vous avez fait une formation payante que vous avez stoppée en cours de formation. Dans ces cas-là, si vous en avez la possibilité, allez dans une ville, dans une autre ville à 200, 300, 400 km de chez vous, faites l'effort de vous déplacer et vous allez voir que ça va payer. Vous pourrez avoir
une bien meilleure note à l'examen dans un endroit où vous n'êtes absolument pas connu. Voilà. Voilà les conseils que je pouvais vous donner. Alors, évidemment, beaucoup de ces conseils vous imposent d'avoir un prof à disposition. Alors, c'est la réponse que j'ai donnée à la personne qui m'a contacté hier. Je lui ai dit, moi, je propose des formations. Et généralement, les élèves qui suivent mes conseils et qui suivent mes formations, ils obtiennent leur examen dès le premier coup. J'ai plusieurs élèves qui ont passé le C2 cette année. J'ai 100% de réussite avec 2 notes exceptionnelles. Elles ont toutes les deux passé, ce sont toutes les deux des femmes, elles ont toutes les deux passé leur examen en Allemagne et elles ont toutes les deux obtenu une note exceptionnelle. Sarah a obtenu 100 sur 100 et Mouna a obtenu 98 sur 100 au C2. Toutes les personnes qui se sont présentées ont obtenu leur C2 ou le C1, sauf malheureusement une élève en C1 qui ne l'a pas obtenu, mais elle a fait une erreur catastrophique puisqu'elle est partie sans faire l'essai argumenté. Elle a oublié de faire l'essai argumenté et donc évidemment ça a été une note catastrophique à la partie écrite qui a été sanctionnée. Mais si vous souhaitez participer à mes formations, sachez que je propose 2 groupes de C1 à partir du 6 janvier, donc dans maintenant un peu plus d'une semaine. Nous commencerons, ce sera le lundi et le jeudi. Il y a un horaire de midi à 1h30 et un autre horaire de 20h à 21h30, donc 2 groupes, vous choisissez celui que vous voulez. Et puis pour le C2, c'est le lundi et le jeudi de 18h à 19h30 ou le mardi et le vendredi de 14h à 15h30. Là encore, vous choisissez le groupe que vous souhaitez. Voilà, j'en ai fini. Vous aurez toutes les informations sous la vidéo. Vous pouvez même vous inscrire en cliquant sur le lien qui apparaît ici sur la vidéo. Ça va vous envoyer directement sur la page où vous aurez l'ensemble des formations disponibles pour le mois de janvier. Bonne fin de week-end, bonne fête de fin d'année et à bientôt. Au revoir.